On m'entend bien? Ok. Bonjour à tous. À l'écran, je vous mets un bout de code assez simple, qu'on a déjà vu des milliards de fois sur le web, dans les docs, etc. C'est du Vue.js, ça ne mord pas, c'est pas très méchant. On a du script tout en haut, du JavaScript. Si vous ne m'entendez pas, n'hésitez pas à le dire. On a un bout de JavaScript tout en haut qui utilise une librairie fake de fetch de données, une API quelconque. C'est pas vraiment le problème aujourd'hui. On retrouve le même genre de pattern qu'on a déjà vu des milliards de fois. On a une variable data qui retourne le payload de l'API une fois que c'est successful. On a une erreur potentielle qui pourrait arriver, donc avec un message par exemple. Une méthode de fetch et un booléen qui nous dit si on est en train de récupérer la donnée ou pas. En dessous, on a la partie template, donc le JSX de React finalement, où on a les trois sections qui s'affichent en fonction de l'état d'avancée de la chronologie. Donc on a une première section qui s'affiche si jamais on est en train d'aller chercher la donnée, donc le loading est à true finalement. On a l'erreur qui s'affiche un écran, un feedback d'erreur qui s'affiche à l'utilisateur si jamais il y a un souci sur la requête. Et ensuite, si jamais on arrive à récupérer un payload de data, on itère sur la donnée. Là aussi, c'est juste du fake, c'est juste pour l'exemple, c'est pas très important. Ce que j'aimerais que vous regardiez, c'est ce composant-là, il a un problème fondamental d'implémentation. Prenez quelques secondes pour y réfléchir, et j'y reviens juste après. Bon, je ne sais pas si certains ont trouvé. Le problème que ça a, c'est que les trois sections qui sont affichées ne sont pas mutuellement exclusives. Il pourrait se passer à un moment le fait qu'on affiche plusieurs états en même temps, sauf que l'application n'est pas faite pour ça. Le design, c'est j'ai un écran de chargement, j'ai un écran d'erreur, j'ai un écran qui affiche la donnée, mais pas deux ou trois en même temps. Donc c'est fondamentalement biaisé. Si jamais je me mets à cliquer sur le bouton qui est tout en bas pour aller fetcher la suite des données, parce qu'on affiche un listing quelconque de noms de personnes par exemple, on va repasser en loading, donc le booléen repasse à true, et à ce moment-là on se retrouve avec deux sections affichées en même temps. On a les datas qui étaient déjà affichées la première fois, et on a l'écran de chargement qui va se superposer à cet écran-là, parce qu'on est en train de refetcher de la donnée. Même chose, on affiche de la donnée au premier chargement, super. On reclique sur le CTA pour aller chercher la donnée, sauf qu'on passe sous un tunnel à ce moment-là. La donnée n'arrive pas, on a une erreur, et on a deux écrans qui s'affichent en même temps. Comment on peut régler ce souci-là? Par un pattern qu'on voit là aussi des milliards de fois sur Internet, en rajoutant une cascade de conditions à chaque section. Donc la première condition reste la même. Loading est à true, on affiche le chargement. Loading est à false, on n'affiche rien. La suivante, du coup, doit se baser aussi sur le loading. Donc si jamais on a une erreur au fetch de la donnée et qu'on n'est pas en train de charger quelque chose, à ce moment-là, on affiche l'écran d'erreur. Donc pas de superposition. Et rebelote pour le troisième, nouvelle cascade. Si on n'est pas en train de charger, si on n'a pas d'erreur, mais qu'on a de la data, on affiche le listing. Ça marche, mais c'est pas fou, parce que ça rajoute encore des problématiques. La première, c'est la lisibilité du code. Là, on a un composant qui est simple, il a 26 lignes, c'est pas fou. On arrive à relativement facilement s'imprégner de ça. Mais un newcomer qui arrive dans l'équipe, ou nous-mêmes 2 ans après, si on a un composant qui est un peu plus grand, ou avec des conditions un peu plus compliquées, il y a des chances qu'on passe à côté de quelque chose et qu'on fasse un bug dans l'implémentation. Des doubles négations, des ou, des et logiques dans un VIF, c'est pas génial, ça ne scale pas. Le deuxième souci, c'est qu'on contourne la librairie de fetch. Elle ne nous offre pas suffisamment d'informations pour être capable de gérer ce genre de cas-là, un fetch de données et un fetch successif pour continuer à rajouter de la donnée au-dessus de ça. Donc on se met à rajouter des conditions un peu quirky comme ça pour essayer de gérer la chose. Troisième problème, on a un leak de l'implémentation bas niveau dans le template. Un template, une vue, c'est quelque chose qui est censé représenter une donnée, mais on n'est pas censé voir les détails d'implémentation à l'intérieur. Comment on fetch la donnée, comment on gère des erreurs, comment on gère le cache, on s'en fout, clairement. La vue, elle est juste là pour afficher la donnée. Donc là, on a un couplage fort entre l'implémentation et la vue à l'utilisateur final. Ça ne scale pas. La maintenance va être assez problématique dans le temps. C'est pas fou. Et enfin, là, on a un cas très naïf. Si je charge une première fois mes données, que je clique sur le CTA pour aller fetcher les données successives, je repasse dans le chargement, ma liste disparaît complètement, j'affiche un écran de chargement à la place, et ça revient, j'ai un flash comme ça d'écran qui n'est pas idéal en termes d'UX.
Donc plus on va essayer de complexifier l'UX pour avoir une expérience smooth, on va dire, plus les conditions vont être compliquées parce qu'on va devoir, dans la troisième section, gérer encore d'autres conditions qui vont faire qu'on va afficher un autre spinner, un skeleton ou peu importe. Donc en étant très naïf, encore une fois, hein, là, je fais exprès de faire du code un peu crappy, mais on se dit, bah, ok, il faut qu'on gère finalement le premier chargement. C'est lui qui est important pour afficher le premier écran de chargement. Les chargements successifs, on va vouloir garder la liste affichée à l'écran et populer la liste juste en dessous. Donc on rajoute un booléen pour savoir si c'est le premier fetch ou pas. On l'utilise dans la première section, encore une cascade. On utilise une nouvelle méthode de fetch qui va appeler la première et qui va passer le premier booléen à false. Bref, pas idéal, c'est sale, ça ne se maintient pas bien dans le temps. Et encore une fois, on leak encore plus de l'implémentation parce qu'on doit gérer des cas spécifiques dans le template. Comment on règle ça? C'est relativement simple à expliquer. Si la problématique, c'est le leak de l'implémentation pour simplifier la lisibilité, la maintenance, etc., bah, il y a juste à pas mettre l'implémentation dans le template, et c'est réglé. Donc, on revient aux fondamentaux un peu de quand les librairies de composants sont arrivées sur le marché. Le mot-clé, c'était déclarative, over imperative. Donc, on veut déclarer une intention, et surtout pas ce qu'on fait sous le capot. Donc, typiquement, on pourrait passer du template qu'on a au-dessus, qu'on avait tout à l'heure, à celui qui est juste en dessous, où on ne fait que dire, ok, moi je veux afficher une section si je suis dans le premier chargement. Je me fiche complètement de l'implémentation qu'il y a derrière, tu me renvoies un booléen si c'est le cas. Pareil pour le deuxième, si jamais j'ai une erreur, je me mets m'afficher, si jamais j'ai de la donnée affichée, je l'affiche aussi. Et le CTA, là aussi c'est important, j'ai mis please à la fin parce que c'est un détail qui est pas anodin. On va demander à quelqu'un, quelque part, de fetcher la donnée, mais c'est pas nous qui allons le faire, c'est pas la vue qui va avoir la main dessus. Pour faire ça, il suffit, avec des gros guillemets, de se baser sur le comportement. Il ne faut surtout pas commencer, quand on implémente une feature, un produit ou peu importe, il ne faut surtout pas commencer à implémenter le code direct. Ce qui est important, c'est le comportement de l'application, c'est le design UX, produit, et du coup, par la même occasion, éviter l'implémentation, le leak de l'implémentation dans le template. Pour faire ça, il y a un outil qui est simple. Alors, il y a plein de façons de faire, hein, mais moi, j'utilise un outil qui s'appelle les state machines. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Une state machine, ça ressemble à ça. On a une machine qui a un nom hein, de base. Ça, c'est pas très important. On va lui rajouter ce qu'on appelle des états. Donc, les états, c'est toutes les formes possibles de l'application. Donc, premier état simple. Le chargement initial. Si je tape bien, ça sera mieux. Donc cet écran-là, c'est le premier qu'on voit quand on charge l'application, c'est le spinner, le sablier, peu importe, c'est le premier écran logique. Cet écran-là, il va avoir une responsabilité, c'est d'appeler la méthode de fetch. En tout cas, appeler la personne qui va fetcher à un endroit. Encore une fois, on se fout de l'implémentation. Ici, on va juste vouloir envoyer un événement. Une fois que ce fetch est fini, on a un retour, on a une promesse qui se résout, comme on en a vu déjà des milliers de fois aussi. Ce qui fait qu'on va arriver dans un deuxième état. Le deuxième état étant l'affichage de la donnée. Jusque-là, rien de fou, assez logique, assez lisible. Sauf que le fetch peut échouer, donc on a encore un autre état qui va arriver. L'état où le chargement a échoué, assez simple. Ici, vous pouvez voir que la state machine, elle est suffisamment intelligente pour savoir qu'on a invoqué quelque chose, on a invoqué une promesse quelque part. Cette chose-là peut soit réussir, soit échouer, et donc du coup, on a automatiquement les événements qui sont attribués. Si on continue un petit peu la logique, si on reprend encore le template qu'on avait tout à l'heure devant les yeux, une fois qu'on est dans cet écran d'affichage, on doit pouvoir envoyer un événement pour charger un peu plus de données. Donc là, encore une fois, assez simple. On va déclarer un nouvel état. Cet état, il va être appelé via un événement, et l'événement, on va l'appeler fetch more please. Si jamais, dans cet écran-là, on appelle cet événement-là, on arrivera dans un autre écran successif, qui est loading more, par exemple. Encore une fois, cet écran-là, il va avoir la même responsabilité que le premier, il va vouloir appeler quelqu'un qui va fetcher la donnée. Donc, même chose. Je vais lui dire qu'il invoque un acteur. Faites pas gaffe au vocabulaire, j'expliquerai ça après. L'implémentation, je m'en moque. Je dis juste, ok, à un moment donné, je vais vouloir appeler une méthode qui s'appelle fetch more stuff.
Et donc là, rebelote, cette chose-là peut soit échouer, soit réussir. Si elle réussit, on revient en display data, parce qu'on a de la nouvelle data à afficher. Si ça échoue, on va sur le même écran. Là, je la joue simple, hein, on fait un peu naïf pour gagner du temps sur le talk. Et là, en 1 minute, on a recodé la logique de l'application sans les défauts qu'elle avait, dans le sens où on peut se retrouver à un moment donné uniquement dans un état et un seul, et à l'inverse, on ne peut pas se retrouver dans un état vide, impossible. On a les événements de succès et d'erreur qui sont pris en compte. On a un événement le fetch more qui permet de rajouter de la donnée, mais qui n'est appelable que depuis l'écran display data, et pas depuis les autres. Ça paraît assez solide. Quand on a ça, l'éditeur qu'on a devant les yeux me permet d'exporter ce qu'on appelle donc la state machine, soit en JSON, soit en JavaScript, soit en TypeScript. Donc, je vais récupérer ce code-là. Et maintenant, on peut se mettre à coder. Au passage, maintenant qu'on a la logique, maintenant qu'on sait ce qu'on veut, qu'on connaît le comportement, on est à ça de faire du TDD, Test Driven Development. Donc, si on a la Testing Library ou Cypress ou Playwright ou peu importe, c'est assez facile d'implémenter les tests tout de suite et d'implémenter après. Mais ça, c'est à vous de voir. Donc ça, c'est mon éditeur de code, VS Code, vous connaissez tous. J'ai repris plus ou moins le même composant qu'on avait devant les yeux tout à l'heure. J'ai juste rajouté un peu de CSS pour que ça soit un peu visible. Et donc on se retrouve devant l'application. Quand on charge la première fois, on a un écran de chargement. La donnée arrive, la liste s'affiche de données, et on a un bouton pour fetcher un peu plus de données. Si je clique dessus, on a le fameux écran de chargement. Ça rajoute de la donnée, et on a de nouveau le CTA, etc., etc. Donc, ma fameuse machine. Ça se construit avec un fichier JavaScript, TypeScript, ce que vous voulez, hein, peu importe. Ça marche dans tous les côtés. On va l'appeler fetch machine, comme c'était le cas sur l'éditeur. Et on va coller la chose qui m'a été récupérée. Voilà. Donc, c'est assez simple. Je vais vous faire la navigation. Juste importer ce qui manque. Import create machine. J'ai bien écrit? Oui. Ok. Donc cette chose-là, on va évidemment vouloir l'exporter. Hein. Fetch machine. Ok. Donc, j'utilise la librairie xstate, on y reviendra après, qui exporte une méthode createMachine et qui en fait va se contenter de consommer uniquement ce que j'ai généré depuis l'éditeur. Je ne vais pas y toucher, je vais juste m'occuper de l'implémenter après dans mon composant. Donc il y a un ID, assez basique, c'est juste pour éviter les conflits si jamais il y a plusieurs machines dans la page, ou ce genre de choses. On a l'état initial qu'on a décrit tout à l'heure, donc c'est l'état initial loading. Et ensuite, on a une succession de déclarations d'état. Donc on a l'état initial loading, l'état display data, l'état de failure et loading more. À chaque fois, dans chaque état, on voit soit des services appelés, comme on a pu l'implémenter là, soit des événements possibles uniquement depuis ces états-là. Donc typiquement, initial loading, automatiquement, il va invoquer un service qui s'appelle fetchStuff. Encore une fois, l'implémentation, on s'en moque. On sait juste qu'à un moment donné, on va vouloir appeler ce truc-là. Si jamais ça réussit, on va vouloir aller sur l'état qui s'appelle displayData, qui est juste en dessous. Sinon, il va aller sur l'état loading failure. L'état displayData, lui, il n'invoque rien. Il a juste un événement, le fetch more please. Si jamais cet événement est appelé quelque part, on va vouloir aller sur l'état loading more, qui est juste en dessous, qui lui-même invoque un service, etc., etc. Encore une fois, je ne touche à rien. J'aurais pu le coder à la main, hein, c'est relativement facile, c'est un peu verbeux, mais bon, ça se fait. Et cette machine-là, maintenant, je vais pouvoir la récupérer depuis mon composant. Donc, je vais aller chercher un hook qui s'appelle useMachine, de la même librairie. Donc là, en l'occurrence, je suis en vue, donc je vais utiliser ça. Je vais aller chercher mapMachine. Fetch machine. Je suis au-dessus. OK. Et je vais l'instancier. Donc dans des constantes, je vais récupérer des choses depuis mon fameux hook useMachine et à qui je donne à manger fetchMachine. Okay. Partant de ça, le premier élément que je vais pouvoir récupérer, c'est l'état courant de mon application. C'est ce qu'on veut au final. C'est dans quel état je suis, qu'est-ce que je suis censé afficher.
dans state, enfin, grâce à cette variable-là, je vais pouvoir remplacer toutes mes conditions, un peu quirk là qu'on a sur le côté, à commencer par la première. Donc, dans state, j'ai une fonction qui s'appelle matches et qui me permet de nommer mes états. Donc là, on retrouve le nom que j'ai tapé dans ma machine, dans le diagramme tout à l'heure, que j'aurais pu taper à la main encore une fois, mais c'est déclaratif. Je me moque complètement de comment c'est implémenté derrière. Je sais que si à un moment donné, la machine décide que je suis dans cet état-là, soit, j'affiche l'écran de chargement. Même chose, state.matches, et là, je l'ai appelé loading failure. Donc même chose, je me moque de l'implémentation. Si la machine décide que je suis là-dedans, j'affiche. Et le dernier, state.matches display data. Ok. Donc là, a priori, j'ai branché mon composant à la machine. En tout cas, chaque fois que la machine va changer d'état, je vais pouvoir afficher les sections. Ce qui nous manque maintenant, c'est être capable de justement passer d'un état à l'autre. Pour ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en commençant par l'état initial, on va vouloir aller chercher de la donnée, et c'est ça qui va faire en sorte qu'on va aller soit vers le failure, soit vers le display. Et donc pour ça, maintenant, il va falloir que je lui donne l'implémentation de cette méthode. Ce n'est pas la machine qui va aller le chercher, ce n'est pas au composant de l'implémenter dans le template. En revanche, quand il lance sa machine, il sait qu'à ce moment-là, dans la chronologie, il va vouloir utiliser un service donné. Donc j'ai juste à déclarer mes services. En l'occurrence, je vais implémenter quelque chose qui s'appelle fetchStuff, et je vais juste lui donner à manger la méthode fetch du helper qu'on a vu juste au-dessus. Si on revient dans la machine, on avait un autre état qui a invoqué un service, il s'appelle fetchMoreStuff. Même chose, je reviens, je déclare cette fonction-là, et je lui redonne à manger la même. On voit maintenant que loading et error sont plus utilisés, on peut déjà les dégager, et on peut tester... Ah non, il manque un dernier truc. Donc là, si on se refait le diagramme, on est dans l'écran initial, on a l'implémentation de cette méthode-là, donc ça va chercher la donnée. Succès, failure, peu importe, on passe sur l'état suivant. Si on est en succès, on va vouloir à un moment donné réagir à cet événement-là. Pour réagir à cet événement-là, c'est simple aussi. Le hook useMachine me donne une deuxième variable qui s'appelle send, qui est une méthode finalement, qu'on va pouvoir appeler à la place de la méthode fetch qu'on a implémentée, qu'on a leaké dans le template. Donc je send un événement, et cet événement, il porte le nom qu'on a défini dans la machine. Donc là, voilà, vous voyez que mon template, il n'a plus d'état d'implémentation, il ne fait que réagir à ce que dit la machine, il est complètement dumb, c'est ce qu'on veut, c'est l'idiome, il n'y a plus qu'à tester. Je recharge ma page, et ça foire. Loading, merci. Je recharge, loading, j'ai de la donnée, j'ai mon sitier. Donc là, en 5 minutes de temps, on a complètement changé l'implémentation du template, du composant. Ça fonctionne, c'est maintenable. Si demain je décide de revenir dans ma machine et de changer l'implémentation, soit, je peux le faire, ça ne va rien casser. Maintenant, un peu plus en détail, j'ai déjà un peu expliqué les règles rapides de cette machine. Et j'ai, sans honte, récupéré une page de doc de Xstate, qui est, je trouve, plutôt bien faite. Donc je vous ai déjà dit que le state décrit un état à un moment donné de l'application. On peut être que dans un seul état à un moment donné. Cette machine, elle a un nombre fini d'états. Donc là, typiquement, sur l'exemple de droite, le chien, il n'a que 2 états possibles. Soit il dort, soit il est réveillé. En tout cas, dans cette state machine-là. On passe d'un state à un autre en envoyant des événements. Donc le fetch more please, c'est un événement. Et on les branche directement à des états. Donc le fetch more please, si je l'appelle sur un autre état que le display data, ça ne fonctionnera pas du tout. Et c'est justement ce qu'on veut. On ne peut pas faire le gremlins avec l'interface, c'est pas possible. Une state machine n'a qu'un seul état initial. Il y a un point d'entrée, c'est logique, on ne peut pas en avoir plusieurs de toute façon. Voilà. Donc là, en l'occurrence, le chien attend. Par contre, on peut avoir plusieurs états finaux. Un état final, c'est à un moment donné, cette machine, potentiellement, a une durée de vie, elle s'arrête. Une machine à café, par exemple, c'est une state machine. J'allume ma machine, je mets du café, je mets mon filtre, j'allume, ça coule. Une fois que c'est coulé, ça s'arrête, état final. On n'a pas besoin d'attendre quoi que ce soit. Voilà. Si on va un peu plus loin, on a un concept qui s'appelle les state charts. Donc ça, c'est un terme que vous reverrez un petit peu, mais
Par abus de langage, tout le monde dit state machine, mais pour information, les state charts, ce sont des state machines un peu plus avancées. Donc là, typiquement, on peut arriver dans un cas où on a une hiérarchie de state. Donc dans un state, on a plusieurs autres states, on a une relation parent-enfant. Ça peut être utile dans certains cas, donc là, typiquement avec le chien, quand il est en train de marcher, il peut aussi faire d'autres choses en même temps. On a aussi les états qu'on dit parallèles. Donc là, typiquement, encore une fois, il reprend l'exemple du chien qui est en train de marcher. Il a à la fois l'activité qui occupe son cerveau, on va dire, et sa queue qui bouge dans tous les sens. C'est parallèle, c'est pas en séquence, ça marche aussi. Bon, je ne rentrerai pas plus dans les détails après. Xstate, donc la librairie que j'ai utilisée, c'est la plus grosse librairie en front pour utiliser les state machines, pour ne pas dire la seule. Il y en a d'autres, mais elles sont soit pas maintenues, soit beaucoup moins complètes en termes de features. Je vous ai mis le lien du site si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble. Et ça a été créé par David Courchid, qui s'appelle David K. Piano. Piano, c'est pas son nom. Tout le monde pense que c'est son nom de famille, mais c'est pas le cas. C'est un ancien Microsoft. Il a quitté Microsoft justement pour monter une boîte qui s'appelle Stately. Il l'a montée il y a 1 an, je crois, ou 2. Et l'idée, c'est justement de progresser encore sur l'implémentation de la librairie, de proposer des services derrière. Donc l'éditeur que vous avez vu visuel, c'est un produit Stately, qui est gratuit pour des projets publics, mais on peut très facilement avoir un produit payant pour avoir des features en plus. Donc cette librairie-là, elle share à la fois les state machines et les state charts. Donc je vous remets les intérêts des state charts. Cette librairie-là, elle est disponible dans tous les frameworks principaux, hein, donc React, Angular, Svelte, Vue, etc., etc. Il y a aussi une variante qui s'appelle FSM, si ça vous intéresse, si vous êtes dans un environnement très contraint. FSM, c'est Xstate, mais juste pour la partie state machine. On ne s'occupe pas du tout des state charts, donc c'est beaucoup plus light, évidemment, à télécharger et à exécuter. Et Stately a aussi développé une extension VS Code qui, en fait, est plus ou moins le Stately Editor, mais embarqué dans VS Code. Je vais vous montrer ça après. Je vais vous montrer ça maintenant, d'ailleurs. Donc là, j'ai mon VS Code, encore une fois, j'ai l'extension qui est installée. Je ne vais pas vous montrer ça, je pense que vous connaissez tous comment ça marche. Automatiquement, il y a des actions qui sont mises au-dessus. Alors l'inspecteur, c'est sympa, mais c'est un peu limité. En fait, c'est l'ancien inspecteur, l'ancien visualiseur de cette machine, on va dire, de i7, qui va être déprécié à un moment donné. Ce qui est intéressant, c'est surtout l'éditeur. Donc là, à partir du code que vous voyez à gauche, automatiquement, l'extension a généré le diagramme qui est à droite. On retrouve exactement la même interface, hein, c'est typiquement Uniframe, quoi. On retrouve les mêmes états, les mêmes événements, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir ici qu'automatiquement, il m'a rajouté un commentaire. En fait, il stocke le layout, l'organisation que j'ai décidé dans ma machine. Donc, je ne la perds pas à chaque fois que je reviens, parce que comme vous avez pu voir, l'auto-layout, c'est pas fou. Ça sera amélioré dans le temps, mais bon, pour l'instant, c'est pas génial. Mais ce qui est surtout cool, c'est que je peux créer une state machine 2.0 depuis VS Code. Je peux même la mettre à jour. Donc là, si j'écris un truc à la fin, on peut voir qu'à gauche, mon état a été mis à jour. Je peux tirer des nouveaux événements, etc. etc. Enfin, c'est très, très, très powerful. Si je mets à jour ma machine depuis le code, c'est la même chose. Le diagramme se met à jour. Et on a vraiment une relation synchronisée entre les deux, quoi. Autre truc sympa avec cette extension-là, si jamais je suis en TypeScript sur le projet, il suffit juste que je rajoute cette petite propriété pour que, automatiquement, quand je sauvegarde, il me génère un fichier juste à côté qui, en fait, est la génération du type de ma machine. Ce qui veut dire que depuis mon composant, depuis n'importe quelle fonction où je vais consommer ma state machine, j'aurai l'autocomplétion et un lint, si vous voulez, sur la machine, sur le nom des états, le nom des événements, les payloads que je peux envoyer, toutes les signatures qu'on pourrait imaginer dans cette machine. Tac, tac, tac. Ok. Est-ce que ça marche toujours? Yes. Nouveau concept. Alors, la problématique avec cette librairie-là, c'est qu'il faut réapprendre beaucoup de vocabulaire. Si vous vous y mettez, je sais que ça va être pénible, je suis avec vous. Il faut réapprendre un peu tout le vocabulaire. Donc, contexte et action, c'est plus ou moins un state management dans les state machines. Parce que si on revient sur notre éditeur, on a visualisé un comportement en termes d'UX, comportement d'application. On va chercher de la donnée à un moment donné sur une API.
ça a du sens de la garder sous la main, à côté, et pouvoir réagir à cette donnée-là, potentiellement, mettre des conditions, etc. Et donc, du coup, pour ça, il y a cette petite propriété-là qui s'appelle le contexte. Contexte, c'est le state, typiquement. Donc, typiquement, à l'endroit où je vais déclarer l'invocation de mon service qui va récupérer ma donnée, je vais pouvoir dire, OK, une fois que tu l'as, cette donnée-là, j'ai envie que tu la stockes. Pour ça, il y a une méthode qui s'appelle, enfin, une fonction qui s'appelle assign, qui est récupérable depuis l'import de xstate. Et assign, lui, sa seule mission, c'est d'enregistrer des choses dans le contexte, donc dans le state de l'application. Et donc, en l'occurrence, on lui donne une fonction qui va retourner un objet, et dans cet objet-là, on va donner, du coup, la mise à jour du contexte. Donc, si dans mon contexte, je dis à un moment donné, je veux qu'on stocke ma donnée, c'est un array vide par défaut, mais je veux y mettre des choses, à l'endroit où je vais invoquer mon service, si jamais je suis en succès, donc je veux aller sur display data, avant d'aller sur display data, je vais pouvoir exécuter cette action-là et dire, OK, je reçois ça en argument, donc on reçoit toujours une copie du contexte actuel et l'événement qui a été appelé pour générer cette transition-là. Et en sortie, je vais dire, OK, la propriété data de mon contexte, je vais lui assigner le payload que j'ai reçu. Cette logique-là, on peut la reprendre et la mettre juste en dessous. Alors, là, je la copie-colle comme un sagouin, mais il y a moyen de la mettre en commun dans la set machine. Il y a moyen de faire plus propre que ça, mais là, pour aller vite, je le fais comme ça. Et une fois qu'on a fait ça, ça veut dire que à partir du moment où on a fêché la donnée, on l'a bien mise dans le contexte, depuis le composant, on peut aller la récupérer. Donc là où avant, on a utilisé directement la variable data qui venait de la librairie de fetch, finalement, on va aller pouvoir utiliser toujours mon state de la machine qui est retournée, qui contient mon contexte, qui contient ma propriété data. Et là, on voit qu'on peut supprimer cette chose-là. Si on revient sur la machine, ça marche de nouveau. C'est magique. Je ne vais pas aller plus loin dans les features de d'xstate ou des state machines en général, parce que je ne voulais pas faire un talk avec trop d'informations, mais pour info, il est possible de déclencher ce genre d'action, comme je vous ai montré là, automatiquement en entrée ou en sortie d'un état. Je ne sais pas, pour vider de la donnée en sortie, ou ce que vous voulez, peu importe, ça existe. Il y a un concept qu'on appelle les gardes aussi. On a vu que quand on est dans la state machine, si je reviens dans le diagramme, attends, non, je vais y arriver, ok. Tout ce qu'on fait depuis tout à l'heure, c'est je suis dans un état, je vais sur un autre état, mais c'est une relation 1-1. Il n'y a pas plusieurs branches possibles. Les gardes permettent d'implémenter ça. Si, admettons, je reçois ma donnée, et ma donnée peut avoir plusieurs formes différentes, admettons, je pourrais très bien mettre plusieurs conditions vers plusieurs états et dire, grâce à des gardes, ah ok, si la donnée reçue c'est du type machin, je vais là, si c'est du type machin, je vais là, etc. etc. Donc encore une fois, je ne vais pas vous le montrer maintenant, ça n'a pas d'intérêt, c'est relativement simple de toute façon. Il y a ce qu'on appelle les delayed transitions aussi. Ça, c'est le fait de dire, ok, je suis dans un état, je vais aller dans un autre état, mais j'y vais dans 2 secondes. Si jamais il se passe quoi que ce soit avant, je peux l'annuler, c'est pas grave. Mais si dans 2 secondes il ne s'est rien passé, là à ce moment-là, je vais y aller. Assez classique comme comportement. Et ce qui est assez cool, c'est que ça permet de générer automatiquement les tests. Parce que une fois qu'on a un diagramme logique de tout le comportement de mon application, et il est exhaustif parce qu'on a tous les états possibles, c'est facile, en tout cas ça existe, il y a une librairie qui permet de le faire, qui va calculer automatiquement tous les chemins possibles dans l'application. Le plus court, le plus long, et tous les entre-deux. Et si à chaque état, on implémente une méthode d'assertion, typiquement, est-ce que j'ai le bon titre dans la page, est-ce que j'ai le bon widget, etc. Automatiquement, il va être capable de lancer tous les chemins possibles de l'application avec tous les états d'assertion, avec toutes les fonctions d'assertion, et on est sûr que l'application est toujours dans un état correct. Ça existe aujourd'hui, mais l'implémentation n'est pas folle parce qu'on est obligé de coupler un petit peu de la logique de test dans la set machine de prod, ce qui n'est pas génial. Mais ils bossent depuis un moment maintenant sur la version 5 de xstate, qui va normalement sortir, j'espère, dans les prochains mois, et qui du coup a un découplage total, et ça sera beaucoup plus intéressant à utiliser. Voilà, c'était tout pour moi. Si jamais vous voulez me contacter, je vous ai mis les liens, vous voyez que j'ai beaucoup d'imagination sur les noms de mes comptes. Je suis front engineer chez Back Market aujourd'hui, on est au bassin à flot à Bordeaux. Salut.
Et voilà, c'est tout pour moi. Si vous voulez donner un feedback, vous avez le QR code qui est là ou le lien qui est juste en dessous. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Merci beaucoup pour la présentation. Je voulais savoir, en termes d'état, comment ça s'intègre avec des stores. Est-ce qu'il y a la possibilité d'intégrer ou il faut faire ça manuellement? Parce que tu nous as montré toute la partie contexte. Est-ce que on peut combiner ça avec un store Pinia, Vuix, Redux? Ouais, ça reste du JS derrière, donc il n'y a pas d'incompatibilité en soi. Après, ça dépend du design que tu veux. Xstate gère un contexte, il gère un state, mais c'est pas pour ça qu'il faut gérer tout le contexte de l'application à l'intérieur. C'est bien de justement coupler la logique en termes de transition et d'état avec la donnée qui est manipulée, mais ça n'a pas vocation à gérer tout l'état de l'application. Donc avoir un store à côté qui va gérer le reste de la donnée de l'application, ça a du sens. Les faire interagir entre eux, parce que des fois c'est nécessaire, c'est tout à fait possible avec les services, comme je l'ai montré tout à l'heure. Là, j'allais fetcher de la donnée, mais j'aurais très bien pu appeler une méthode du store ou peu importe. Voilà. Le service, c'est une fonction qu'on va appeler une fonction asynchrone en général, auquel on attend un retour. Une action, c'est un fire and forget, typiquement. J'appelle une action, mais j'attends pas forcément de retour, je passe à la suite. Donc en fonction du cas que tu veux, si, je sais pas, en passant d'un état à un autre, tu veux déclencher un dispatch dans un store, par exemple, tu peux soit utiliser le service parce que tu attends le retour, soit tu déclenches une action, c'est à toi de voir. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci. Quelle est l'expérience de débugage de la lib? C'est vrai que j'en ai pas parlé. Je vais commencer par le gros défaut, il y a un, c'est que quand on a mal codé la logique, quand on n'est pas en TypeScript, et qu'on demande une action impossible, une action qui n'existe pas parce qu'elle n'est pas déclarée, ou un état qui n'existe pas parce qu'on s'est trompé on a fait une typo, typiquement, on n'a pas de truc qui nous dit « Hey, t'es nulle part, c'est bizarre, il se passe rien, quoi ». Donc là, des fois, on peut se retrouver pendant 5 minutes à chercher le pourquoi du comment, la typo. Si on est en TypeScript, la question ne se pose pas parce que tout est auto-complété, on se fait pour le coup rappeler à l'ordre. Mais voilà, ça c'est le défaut quand on est en JS. Sinon, à part ça, il y a un autre package qui s'appelle inspect, @xstate/inspect, et qui en fait branche le visualiseur à la page web de l'application. Ce qui fait qu'en fait, en temps réel, on est en train d'utiliser l'application et on a le visualiseur juste à côté qui permet de voir dans quel état on est, l'état du contexte, etc. On a la chronologie des événements, etc. Donc c'est du coup assez straightforward. J'espère qu'un jour ils vont le développer en tant que DevTools officiel, voilà. Mais aujourd'hui c'est juste un package à plugger dessus, c'est assez facile à faire. Voilà. Ok, merci. Merci beaucoup.